Donc tu parlais de la psychose de l'État, et donc ce que tu dis, c'est qu'il y a un durcissement progressif à partir de cette période voilà, où la figure dominante, c'est celle du réfugié, et on va vers un durcissement progressif, oui, progressif, création des centres fermés, criminalisation progressive des migrants, etc. Comment se déroule est-ce qu'il y a une rupture? Ça se fait progressivement? Alors, j'espère ne pas dire de bêtises. Dans les analyses que moi j'en ai, c'est plutôt un truc lent et évolutif qu'un moment de rupture. Donc je disais, naît cette forme de psychose ou de paranoïa autour de cette figure du faux demandeur d'asile, et dès lors, tous les demandeurs d'asile sont frappés du sceau de la suspicion. Et ça, c'est quand même aussi une forme de changement dans l'imaginaire. Et il faut quand même relier ça à ce que je disais précédemment, à savoir l'idée que l'État avait quand même en idée de réduire drastiquement ces flux de migrants en fermant les frontières à l'immigration économique, et se rend compte que c'est pas le cas. Et donc, dans ce climat un petit peu de suspicion, naissent à la fin des années 80 l'idée de dire, en fait, il faut pouvoir prendre le temps d'analyser les dossiers des personnes qui arrivent pour voir s'ils sont ou pas des vrais demandeurs d'asile. Et donc, on va créer des espaces tampons dans les aéroports où on demande aux personnes de patienter le temps qu'un agent de l'État observe si les critères dont il tente de se prévaloir sont bel et bien celles relatives à la Convention de Genève et si l'État est bel et bien d'accord de l'accueillir. Bon, on peut observer un dossier pendant 6 heures, puis on peut l'observer pendant 2 jours, 3 jours, puis des semaines. Et donc, c'est dans ce contexte-là que naissent les premiers centres fermés, en dehors de toute législation. Donc on voit vraiment donc c'est d'abord une forme de blockhouse qui est installée à même le tarmac, et dans lesquels, selon les premiers témoignages, les gens patientent 24 heures, 48 heures, et puis soit reprennent un avion dans l'autre sens, soit entrent dans le territoire. Et puis après, ces périodes-là s'allongent, et puis ce blockhouse, qui est juste une espèce de container, si tu veux, se structure, devient un bâtiment. D'accord? Donc ça, on est dans les années... Donc les premiers espaces comme ça, c'est 88-89. Mais la loi sur les centres fermés, c'est 93. D'accord? Et donc, entre ces 5 années-là, on peut dire, à notre échelle, c'est peut-être pas beaucoup, mais en fait, pour les individus qui ont vécu ces espaces-là en dehors du droit, il y a vraiment l'emprise carcérale, enfin l'emprise du logiciel carcéral sur le phénomène migratoire se lie assez facilement par la manière dont on a d'abord bricolé des espaces, et puis bien plus tard on a officialisé ça dans une loi, mais en fait ces bâtiments existaient déjà. Et alors depuis 93, l'histoire tu la connais, il y en a eu un, et puis de plus en plus, et puis aujourd'hui encore on est en plein débat sur la construction d'un nouveau centre fermé à Jumet notamment. Je dis ça parce qu'il y a un collectif qui s'est constitué, ni Jumet ni ailleurs, auquel je fais un petit clin d'œil d'ailleurs, qui a une page Facebook, et je vous invite à aller voir dessus. Mais donc, la logique carcérale des migrations est quelque chose qui est allé en s'intensifiant. Et alors, sans vouloir trop vite brûler les étapes, on voit aussi que de plus en plus les centres fermés ont acquis une autre fonction que celle de simplement faire patienter la personne le temps qu'on analyse son dossier. C'est devenu des espaces où on enferme des migrants qui ont déjà traversé les frontières, ou illégalement ou pas, ou qui sont devenus, qui sont sortis des canaux légaux de l'immigration de fait de leur parcours. Donc c'est vraiment des espaces d'enfermement, en ce sens des prisons pour étrangers. Mais on voit aussi que la logique de l'enfermement n'est pas une logique qui se suffit à elle-même. L'enjeu n'est manifestement pas d'enfermer l'ensemble des migrants illégaux présents sur les territoires. Sinon, on aurait encore plus de centres fermés. L'enjeu est au contraire d'en enfermer une minorité, et que cette minorité-là puisse servir de chape de plomb pour tous ceux qui sont dehors, pour les prévenir que s'ils sortent trop, s'ils se rendent trop visibles, par exemple, s'ils réclamaient des salaires égaux aux salaires des nationaux, ou par exemple, s'ils se mettaient en collectif pour réclamer leur régularisation, voilà ce qui les attend en cas d'arrestation. Et alors, évidemment, l'horizon à craindre là-dedans est celui de l'enfermement et puis de l'expulsion vers un État tiers. C'est pas toujours l'État d'origine, vers un État tiers. Mais bon, on a plein de cas aussi de personnes qui se font enfermer pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, et puis qui
qu'on relâche dans la nature avec un ordre de quitter le territoire, mais qui retournent en fait à la vie clandestine. Et tout ça est su par l'État, presque organisé, quoi. Et donc, il y a vraiment, c'est pas du tout mon axe d'expertise, mais il y a vraiment des analyses à faire sur la fonction sociale des centres fermés en regard de la communauté des sans-papiers en Belgique, au même titre que d'autres avant nous, Foucault, pour ne pas le citer, a parlé de la fonction sociale de la prison en regard du délinquant qui est dehors. Et donc, la transformation dont tu parles, elle est, il me semble, adossée à une conception changeante des migrants, des étrangers, qui sont conçus de plus en plus comme des personnes potentiellement dangereuses, qui menaceraient quelque chose ici. Est-ce que c'est l'analyse que tu fais? Alors, j'ai passé sur certaines étapes, mais tu vois, le basculement, la fin du paradigme économique de la fin des années 70 dans le passage des années 80, elle correspond aussi à deux transformations assez importantes. Premièrement, il y a le basculement des matières migratoires du ministère du Travail vers le ministère de l'Intérieur. Ça traduit en fait une politisation de l'enjeu migratoire. Ça devient un enjeu de gestion sécuritaire, pourrait-on dire. Deuxièmement, on pourrait observer aussi une forme de transformation de la sociologie des migrants. C'est pas si marqué que certains voulaient nous faire croire, mais évidemment, puisque l'immigration économique concernait principalement des hommes célibataires, jeunes, l'immigration d'asile, les processus de décolonisation, les boat people sont davantage des figures plus féminines. Il y a aussi des femmes, il y a aussi des enfants. Donc la sociologie migratoire est aussi transformée et participe aussi à produire l'imaginaire du réfugié. Effectivement, dans l'image positive du réfugié ou incarnée par le boat people, c'est effectivement des femmes, des enfants qui fuient des phénomènes de guerre. Je trouve que ce qui est aussi important, c'est de regarder en miroir qu'est-ce qui se passe dans les milieux associatifs qui s'occupent des enjeux migratoires. C'est pas tout à fait ta question, et on pourra revenir à ta question, mais c'est parce que je pourrais pas y revenir plus tard. Tu vois, l'acteur principal aux côtés des travailleurs immigrés dans la régularisation des années 70, c'est les acteurs syndicaux. Bon an, mal an, parce on retrouve dans les archives des moments de tension entre des collectifs de travailleurs syndicaux qui font déjà émerger ce paradigme de l'autonomie dont on parlera un petit peu plus tard, je pense, mais qui du coup sont déjà dans une relation pas d'amour-haine, mais de demande de soutien et à la fois de revendication d'une forme d'autonomie. Ce qui, pour le syndicat, ça apparaît par certains aspects compliqués, notamment parce qu'il a la responsabilité du dialogue social avec l'État, etc. Enfin, donc, il doit quand même cadrer en fait son intervention d'une certaine manière. Et puisque l'immigration est un enjeu de travail, il est normal de considérer que le syndicat est l'acteur dominant, si tu veux, dans le processus de régularisation de 74-75. La disparition ou le changement de paradigme d'une immigration économique vers un paradigme politique incarné par le réfugié produit aussi une dissolution de l'importance des instances syndicales dans une nomenclature associative plus large, de défense des droits humains. Le CIRE, né dans les années 50, donc la coordination initiative des réfugiés qui existe encore aujourd'hui, né dans les années 50, va structurer aussi le champ militant, la Ligue des droits de l'homme, l'UMRAX. Les syndicats sont encore présents, mais ne tiennent plus ce qu'on appellerait le haut du pavé. Et c'est logique, puisqu'on a changé de paradigme, et donc ils ont une autre expertise à faire valoir aussi. Disons, leur expertise en termes de travail n'a plus le même poids dès lors que l'État considère que l'immigration économique est un problème du passé. Tu comprends ce que je veux dire? Ce qui est aussi important de dire, c'est que les années 90, et notamment la création des centres fermés, va produire aussi une nouvelle scène militante radicale. Radicale, j'entends, détachée des institutions financées notamment par le pouvoir public, et donc des organisations dont je parlais. Et cette frange dite radicale est incarnée par un collectif qu'il faut nommer, qui s'appelle le collectif contre les expulsions, qui, pendant toute la période de la fin des années 90, a participé à rendre visible la mécanique des centres fermés. Donc je disais, c'était une mécanique qui fonctionnait déjà en dehors de tout cadre de droit. Lorsqu'on crée la loi de 1993, les centres de rétention ne sont pas rendus d'autant plus visibles pour l'opinion publique. Donc ça reste un phénomène qui est relativement peu connu, et on doit à ce réseau associatif notamment, mais aussi
au collectif contre les expulsions, qui est un collectif d'étudiants proche de la mouvance squat, qui organise en fait des dialogues avec des prisonniers à l'intérieur des centres fermés, organise aussi à plusieurs reprises des formes libère certains des prisonniers de ces centres et organise aussi une mécanique militante qui vise à saboter les expulsions de personnes sans papier. Et ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Donc, on invente, en fait, eux inventent une série de dispositifs qui existent encore aujourd'hui. Par exemple, celui de manifester devant un centre fermé, d'y afficher en grand un numéro de téléphone avec lesquels les personnes peuvent dialoguer et donc extraire des témoignages de ces centres fermés et rendre visible ce phénomène. Et donc, oui, il faut aussi analyser le durcissement de la politique migratoire produit, heureusement pourrait-on dire, mais aussi en miroir, le développement d'une scène militante qui réagit et qui résiste en fait à ce durcissement-là. Et bon, jusqu'à son paroxysme des années 90, on y arrive évidemment, qui est le meurtre de Semira Adamu en 1998, qui est donc une jeune Nigériane demandeuse d'asile de 20 ans qui a fui son pays d'origine pour demander l'asile en Belgique, pour fuir un mariage forcé avec une personne de 40 ans, son aîné. Enfin, dans le narratif, t'as l'impression que les gens que l'État va lui accorder une protection. Et pourtant, non, on la bloque à la frontière et on la met en centre fermé. Et Semira Adamu entrera rapidement en contact avec le collectif contre les expulsions dont je parlais et sera vraiment une militante de l'intérieur des centres fermés et participera vraiment à sortir ce qui apparaîtront à ce moment-là, en fait, les premières informations de l'intérieur de ces centres fermés. Et donc, aujourd'hui, ça reste encore des espaces relativement clos. Les médias, par exemple, n'entrent que très rarement dans les centres de rétention. Mais à ce moment-là, toute une partie de l'opinion publique, encore à l'époque très minoritaire, découvre la création des camps pour étrangers et ça entre quelque part en dissonance avec l'époque. On est dans les années 90, c'est dans la période du monde unipolaire. Ça trahit un peu l'imaginaire droit de l'homiste d'une Union européenne calquée sur le modèle américain, pour le dire rapidement. Et elle va faire état de violence. Et alors, Semira Adamu va non seulement faire état de violence, mais elle va être aussi, elle, victime. Alors, on doit à Semira Adamu plusieurs choses, mais notamment la compréhension du fait que les processus, les dispositifs d'expulsion des étrangers peuvent se passer en étapes et que chaque étape est implémentée par un surplus de violence. Donc typiquement, Semira Adamu aura subi en tout 6 expulsions lors des tentatives d'expulsion. Et lors de ces 5 premières tentatives d'expulsion, elle parvient chaque fois à en réchapper. Et elle explique elle-même, elle dit la première fois, on arrive à l'aéroport, on me demande si je veux monter, je dis non, on me renvoie dans le centre fermé. Nouvelle période d'attente et d'enfermement au centre fermé. Deuxième tentative, cette fois-ci on m'emmène, mais aussi on me ligote, on me force un petit peu à signer le papier, je refuse de signer le papier, on me renvoie, etc. Et puis il y a vraiment une gradation de la violence jusqu'à ce que Semira Adamu subisse sa 6e tentative d'expulsion. Et là, en fait, il paraissait assez clair qu'il fallait, de mon chef évidemment, dans le chef de ceux qui ont organisé son expulsion, qu'il fallait que cette expulsion soit menée à son terme. Et donc, 5 ou 6 gendarmes la prennent, la ligotent, la saucissonnent, et une fois dans l'avion, lui presse un oreiller sur la figure pendant 11 très très longues minutes. Et quand il relève l'oreiller, Semira Adamu est décédée, paix à son âme. Et donc, le meurtre de Semira Adamu est un scandale d'État. Le ministre de l'Intérieur est forcé de démissionner. Tout d'un coup, tout le monde s'intéresse au phénomène des centres fermés. En tout cas, tout le monde, certaines feintent de découvrir ce phénomène-là. Je dis ça parce que, notamment, Semira Adamu, il y aura une cérémonie de décès à la cathédrale Saint-Michel et Gudule, donc en grande pompe, avec plusieurs milliers de personnes présentes, et sont présents également, se pressent devant cette église, l'ensemble des responsables des partis politiques en charge par ailleurs de la politique, ou en co-charge de la politique migratoire en Belgique. Donc, scène assez cynique, mais qui va produire finalement les conditions sociopolitiques de la 2e grande campagne de régularisation qui vient un peu clore
ce paradigme de la dérégulation de la question de l'asile en Belgique. Et cette deuxième campagne de régularisation régularise évidemment jamais tout le monde. Hein. C'est un phénomène des campagnes de régularisation, ne régularise jamais tout le monde. Toujours une partie, voire une petite partie des sans-papiers présents. Mais elle est à ce jour la meilleure campagne de régularisation en termes de chiffres que nous ayons obtenus. C'est environ 35 000 personnes, j'espère ne pas dire de bêtises, c'est peut-être plus. Mettez un petit écriteau en dessous si je me trompe, vraiment désolé. Mais ce qui amène le fait que ce soit une campagne de régularisation plus importante que la suivante, notamment celle de 2009, c'est que il y a un bouleversement dans l'opinion publique, il y a une mise en visibilité d'un phénomène, et ça va participer à ce que la campagne de régularisation soit organisée par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une commission indépendante. Donc pas uniquement gérée par les agents de l'État, mais aussi par une série d'acteurs de la société civile en lien avec les questions migratoires. Des avocats, des associations. Et donc ça participe, si tu veux, à avoir une lecture plus large, manifestement, enfin c'est ma théorie en tout cas, des critères de régularisation. Mais pareil, une fois que cette campagne de régularisation se referme, aucun mécanisme n'est mis en place pour produire les conditions d'une régularisation permanente des personnes sans papier. Et donc de nouveau, l'idée dans la tête de l'État est la même. On remet à zéro les compteurs de l'immigration clandestine, on donne du gage à l'opinion publique qui a été choquée de voir l'existence des centres fermés. D'ailleurs, on organise en grande pompe médiatiquement la libération des centres fermés. Donc là, ça frappe l'imaginaire peut-être des camps de concentration ou quelque chose comme ça. Et donc, on organise la sortie des personnes sans papier des centres fermés de manière à faire croire qu'en fait, ces dispositifs ne vont plus exister dans le futur. En fait, ils seront rapidement re-remplis et puis on va rapidement les multiplier. Mais ce qui est important, juste pour terminer, c'est que cette campagne, du coup, n'empêche pas la production de nouveaux sans-papiers et donc de nouvelles mobilisations et de nouveaux mécanismes de résistance en réponse.